Mesdames, Messieurs, bienvenue. Bienvenue à cette visite guidée dans le cadre de la Journée européenne de la culture juive. La communauté israélite de Genève en partenariat avec la communauté juive libérale de Genève, l'Association du patrimoine juif genevois et la loge Henri Dunant des Brites. Oyez, oyez, bonnes gens, chers concitoyens, chers amis, nous voici tous réunis dans ce haut lieu, symbole de tolérance et de liberté, né de l'imagination de quelques hommes éclairés et visionnaires. En cette fin de XVIIIe siècle, ils ont voulu abattre les barrières idéologiques et rassembler les peuples de toutes origines et de toutes obédiences. Et ceci, pour favoriser une industrie florissante dans cette cité et asseoir ainsi à tout jamais sa gloire et sa grandeur. Rentre chez toi. Les auberges et autres cabarets, bordéliers, pouloules à tous les coins de rue. On y dénombre plus de brigands et prostituées que d'honnêtes citoyens. N'êtes-vous pas de ceux qui pourtant viennent ici prendre l'air à Carouge et au passage dépenser quelque argent dans nos cabarets? Bien dit. Bravo. Et à qui j'ai l'honneur, messieurs? Je m'appelle Pierre-Claude de la Fléchère, comte de Verrier, votre humble serviteur, et représentant local de sa très gracieuse majesté, Victor Amédée III. Nous envoyons, avec plaisir, quantité de Genevois qui viennent ripailler dans cette cité. Et par ceux qui me regardent, nombreux sont ceux qui n'ont désormais ni scrupules, ni mauvais goût à venir ici, à Carouge, si encanaillés. Ils disent qu'ils préféreraient la douce domination de Sa Majesté le roi de Sardaigne, qui règne sur Carouge et dont il chante merveille. Eh bien, Sa Majesté vous a entendu. Venez à Carouge, dans cette cité pourtant catholique, et voyez l'expression de sa tolérance et de son ouverture d'esprit par la présence de ce temple protestant. Monsieur, la différence de religion ne fait ici aucun obstacle, puisqu'on n'en parle pas plus que du grand Mogol. C'est au contraire un moyen de peupler, d'enrichir son empire, que de tolérer l'exercice des religions. Et on enverrait alors des étrangers venir en foule ici de tous côtés. Voici ici, place du marché au bois, au cœur de nos échanges commerciaux. C'est dans ce lieu où se rassemblent nos artisans et nos marchands. Alors, rabbin, de les apaiser, enfin, il le peut. À ce propos, monsieur le rabbin, qu'est-ce donc exactement ce bande de juifs qu'on trouve en divers points de notre cité? Ces fontaines, si pures soient-elles, ne sauraient être utilisées pour certaines ablutions si celles-ci se trouvent sur la voie publique et donc accessible à tous. Le mikvé, le bain rituel dont Monseigneur semble faire allusion, se trouve certes dans l'une de nos maisons.
constatez, mes bons amis, le charme de ces vieilles maisons, dont le style fait l'honneur de nos chers architectes et autres artisans. C'est en effet dans ces arrière-cours de Carouge que l'on peut apprécier les nombreux jardins secrets qui s'offrent aux yeux de tous. Telle fut la mission de l'intendant de cette ville, votre humble serviteur. Faire de ce hameau, jadis réputé pour son libertinage, une cité nouvelle et industrieuse, un exemple de modernité et d'organisation des maisons, où cependant la hiérarchie des classes a cédé sa place au mélange fructueux des groupes sociaux. Qu'après les protestants, les francs-maçons et les juifs, vous entendez faire venir à Carouge les mahométans? Oui, je verrai bien avec plaisir les mahométans à Carouge, s'ils y viennent. Il y a justement un terrain à bâtir, jouxte le jardin du tonnelier, derrière l'hôpital, qui serait fort à propos pour que l'on y construise une petite mosquée, que les étrangers, assurément, auraient grand plaisir à venir visiter en même temps que notre beau canal qui traverse la cité. Mais, par un beau matin d'avril 1790, Monseigneur s'en alla rejoindre l'Éternel, emportant avec lui le rêve d'une Carouge modèle qui eût fait de cette cité une petite Jérusalem d'Occident. Nous entrâmes alors dans la période française, où le libéralisme d'antan n'avait plus tout à fait sa place. Serait-ce aux Français que nous devons ce pont solidement ancré dans l'arbre? Oui, c'est le pont Neuf, qu'on appelle aussi pont de Carouge, que l'on doit, dit-on, à Napoléon. Les Genevois, méfiants, ont tout fait pour empêcher les gens de traverser cette belle rivière. Déjà, la construction du pont de Sierre par Monseigneur le comte de Verrier en 1782 fut vécue comme une véritable offense. Qu'ils aillent au diable!
chers amis, nous nous trouvons en fait ici dans un ancien quartier où de nombreux juifs marchands habitaient. Leurs moyens de subsistance étaient inférieurs à un certain nombre de leurs coreligionnaires qui préféraient la douceur des belles rues Saint-Victor, raison pour laquelle nombreux se trouvaient dans l'ancienne rue d'Arves. Eh bien parce que sachez que l'Arve charrie de l'or, mesdames et messieurs. Eh oui. Alors me direz-vous, mais enfin comment faisait-il avec un tel débit d'eau pour aller chercher de l'or dans la rivière? Eh bien il faut savoir bien sûr, c'est que au XVIIIe siècle, nous étions dans une période que l'on appelle le petit âge glaciaire. Il faisait en réalité particulièrement froid. Autrement dit, il y avait très peu de fonte de neige. Et par conséquent, bien sûr, l'Arve était peu alimentée, ce n'est pas le cas aujourd'hui, par la fonte des neiges qui venait des Alpes, en particulier du Mont Blanc. Encore une fois, en parlant de ce bassin de la Fontenette, dans lequel il précise également que les Juifs viennent y faire leurs ablutions. Mais de quelles ablutions parle-t-on? Encore une fois, il pourrait s'agir bien sûr d'un mikvé, d'un bain rituel. Mais la proximité immédiate du cimetière l'explique. En effet, il est de tradition, lorsque l'on se rend au cimetière juif, lorsqu'on sort, eh bien de se purifier les mains avec de l'eau. Mais cela ne répond pas à des règles aussi strictes que par exemple le bain rituel. Ce qui explique donc normalement que ce bassin, effectivement alimenté par une eau de source de la colline de Bacha, ait pu parfaitement servir pour l'ablution des purifications des mains. De Verrier. Et cette pierre sépulcrale eh bien, sera prétexte à la création de ce cimetière qui sera ratifié notamment sous la période française puisque quelques années plus tard, dès 1792, les Français débarquent à Carouge. Étant très pointilleux sur le plan administratif, donc ils vont vouloir immédiatement acter par donc, un acte notarié l'existence de ce cimetière et imposer notamment aussi la construction d'un mur. La première parcelle que vous voyez ici, qui est un parterre en herbe, est donc la parcelle d'origine, celle acquise donc en 1788. Vous pourrez constater que la majeure partie des monuments qui se trouvent ici sont des stèles verticales, simplement. C'est typique de l'architecture des Juifs ashkénazes habitant en Alsace ou dans le Bas-Rhin alémanique, autrement dit du pays de Bade. Bref, il y a beaucoup de noms de familles comme ça qui ont connu des évolutions. Les Schwab aussi, vous en verrez ici, certains écrits avec un V, d'autres avec un W, et pourtant ils sont de la même parenté. En même temps que le tombeau, imaginez bien sûr qu'il était tout petit à l'époque, et puis bien sûr, eh bien, il a grandi cet arbre, en grande conséquence. Pourquoi? C'est un agrandissement qui a eu lieu en 1874. Par conséquent, eh bien, il fallait se hâter, bien sûr, de trouver, d'agrandir ce cimetière. Les territoires français, donc à côté, ont été occupés dans un premier temps par les Italiens. Pourquoi les Italiens? Parce que nous sommes ici, en fait, dans la Savoie, dans le royaume de Sardaigne. Donc Mussolini voulait récupérer la Savoie et le comté de Nice en particulier. C'est la raison pour laquelle on avait des troupes italiennes ici. Et les Italiens, de loin, n'étaient absolument pas antisémites. Et donc n'ont pas fermé l'accès au cimetière, ils ont autorisé la poursuite des enterrements, et l'on sait d'ailleurs du reste que même des fois ils ont même favorisé les passages clandestins des réfugiés. Avec cette particularité, car nous avons trouvé cela amusant, c'est essayer de vous faire revivre cette histoire à travers les textes d'époque.
Donc tout ce que vous avez entendu ce matin est une retranscription vraiment des textes qui sont issus pour l'essentiel de l'abondante correspondance qu'il y a eu entre les magistrats de Carouge et la cour de Turin. Alors votre humble serviteur, tout comme M. Foissafriot, sachez mes bons amis qu'ils écrivaient tous les jours à la cour de Turin. Bon, les lettres mettaient 29 heures pour arriver à Turin, mais tout de même. En tout cas, bien sûr, cette abondante correspondance, c'est ce qui permet de retracer de manière tout à fait remarquable et admirable la construction de cette cité pas à pas.